Et salut à toutes et à tous et on se retrouve pour une vidéo sur le Gameplay Ability System d'Unreal, aussi appelé GAS. C'est un système ultra puissant qui va te permettre de gérer des compétences, des effets, des pouvoirs dans des jeux de manière fluide et surtout modulaire. Et crois-moi, ce système va totalement transformer la manière dont tu crées tes mécaniques de jeu. On va couvrir les bases et surtout la théorie. Comprendre comment fonctionne le GAS, c'est le minimum pour être à l'aise et l'implémenter de toi-même facilement dans tes projets. À la fin de cette suite de vidéos, tu seras capable de créer tes propres compétences et capacités en utilisant ce système sans perdre un temps fou à réinventer la roue. Pour ça, nous allons avoir besoin de regarder 8 aspects du GAS bien spécifiques et on commence directement avec les gameplay tags. Alors, les gameplay tags, c'est... Tu vois, quand tu mets plein de booléens pour gérer les états de tes personnages, par exemple, si jamais il est is burning ou s'il est is stun, is dead, is plein de trucs, bah les gameplay tags, en fait, ça permet de gérer ça tellement plus facilement. Ici, par exemple, si j'ai un acteur à ce niveau-là, je vais pouvoir lui donner ce qu'on appelle donc les gameplay tags. On peut créer des gameplay tags comme une liste hiérarchique avec des catégories. Par exemple, ici, je vais pouvoir lui donner un tag character.state.burn, mais également un autre tag du style character.state.stun ou même character.state.poison. Et le plus important, c'est qu'on va pouvoir gérer ça comme on le souhaite, c'est-à-dire que on va pouvoir tester si on est burn, et du coup, si on est burn et poison en même temps, il se passe quelque chose. Ou si tu veux, quand tu as burn et poison en même temps, il n'y en a qu'un seul des deux qui existe, et tu en enlèves un. Il y a tellement de possibilités, c'est tellement plus facile à gérer qu'avoir 150 booléens sur notre caractère. Vient ensuite les attributs. Alors, les attributs, c'est très simple, puisque un attribut, c'est égal à une valeur flottante. Donc, un attribut égale une valeur flottante. Ça peut servir pour la vie, pour le nombre de munitions. Par exemple, ici, je vais pouvoir avoir health qui vaut 100, mana qui vaut 50, et stamina qui vaudra 100 également. Voilà. En fait, tout ce qui est numérique lié au gameplay doit être pensé comme un attribut. Ils peuvent être répliqués ou non, donc c'est-à-dire utilisables sur le réseau. C'est au choix et ça doit être défini dans l'attribut set. D'ailleurs, c'est quoi l'attribut set? C'est ce qui va contenir les attributs de notre acteur. Donc, un attribut ici, l'attribut set, l'ensemble des trois. Et cet attribut set sera celui du player. On peut très bien en faire un autre avec cette fois-ci health value et NB charge, ce qui va nous faire derrière une potion avec un certain nombre d'utilisations. Voilà donc pour un exemple autre qu'un caractère. Petite notion complexe ici, un attribut va avoir deux valeurs, une de base et une current, donc celle actuellement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? La base value est la valeur permanente de l'attribut, alors que la current value, c'est la base value à laquelle on va ajouter toutes les modifications temporaires d'autres effets. Par exemple, si notre caractère a un attribut health qui est à 100 et qu'il lance un buff qui augmente ses PV de 10%, ici, pendant 10 secondes. Alors sa current value va passer à 110, c'est-à-dire que ici, nous allons avoir current value, la health current value à 110, mais la base value va rester à 100. Et de cette façon, à la fin du buff, la valeur va retomber à base value qui vaut 100. Par contre, si je dis que la vie descend de 10, alors la base value est modifiée. Ici, on passe à 90 et la health current value va aussi passer à 90. Attention, il ne faut pas confondre base value et maximum value. Si on reprend ici, la base value va être à 90, alors que la maximum value, elle, reste à 100. La maximum value d'un attribut est souvent un autre attribut. Donc dans notre attribut set, on aura else et max else. Et donc maintenant, on va voir le troisième point qui va être les gameplay effects. Les gameplay effects, c'est quoi? C'est ce qui va justement changer les attributs et appliquer des tags ou les enlever. Les gameplay effects peuvent être instantanés, sur la durée, donc dans le cas d'un dot par exemple ou d'un buff, ou infini. Infini dans le cas où justement c'est une habilité dite passive.
Les gameplay effects peuvent aussi se stack, se refresh. Le but des gameplay effects, c'est d'expliquer tout ce qui va se passer, mais sans écrire de code. C'est un peu le manager du déclenchement. Si par exemple je lance une boule de feu, ça t'a touché, ça t'applique 10 de dégâts sur la durée toutes les 2 secondes pendant 10 secondes, ça te met le tag burn et ça lance l'effet en VFX. Tout ça, ça sera déclenché par le gameplay effect. Et vient ensuite le gameplay ability. Donc le gameplay ability, c'est la partie code pour une ability. Quand j'appuie sur une touche, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, ici, je lance Align Trace, qui va me permettre de détecter justement la target en face. Je lui applique un gameplay effect. Le gameplay effect dit ce qui va se passer, alors que le gameplay ability va lui dire comment appliquer le gameplay effect en question. Et vient ici un problème. Le problème des gameplay ability, c'est que tout s'exécute sur une seule frame. Donc quand j'appuie sur la touche, tout se passe instantanément. Et là, comment je peux gérer le déclenchement d'une animation, de lancer un timing correctement pendant cette animation, de savoir quand j'ai relâché la touche pour continuer l'ability et faire par exemple un système de charge d'attaque? Les tasks sont là pour ça. Les gameplay ability tasks vont permettre de définir des actions dites latentes, c'est-à-dire qui se déclenchent au fur et à mesure du temps et de répondre à des événements spécifiques. Le moteur a de base des tasks déjà faites, mais rien n'empêche d'en faire vous-même en C++. Avec ce que nous avons vu ici, nous avons vu tout le déclenchement d'une gameplay ability. On lance l'ability en question en appuyant sur la touche. Cette ability va contenir des ability tasks de façon à pouvoir justement gérer tout ce qui est animation, timing, etc. Puis les gameplay effects vont être appliqués aux différentes targets et ces gameplay effects vont activer des tags et changer les valeurs des différents attributs. Un des derniers points à voir, ce sont les gameplay cues. Les gameplay cues, c'est l'aspect graphique et sonore des abilities. On va pouvoir lier un gameplay tag à un gameplay cue. De cette façon, quand le tag est mis sur le caractère, l'effet se déclenchera tout seul. Plutôt pratique si une ability donne le même tag. Par exemple, si j'ai une boule de feu et un lance-flamme, les deux vont mettre le player en burn et donc lancer le même gameplay cue, le même son et le même effet graphique. Un point un petit peu abstrait sur le gameplay ability system, c'est le système de targeting. Donc le seul truc un peu bizarre dans ce setup, mais qui peut s'avérer très utile si bien utilisé. Pour savoir sur quoi appliquer les gameplay effects, il nous faut des targets. Et le gameplay ability repose sur 2 étapes pour récupérer ces targets et dire au serveur d'appliquer les gameplay effects. Mais vu qu'on est sur un système qui se veut modulaire au maximum, on peut aussi modulariser la récupération des targets. Par exemple, on peut créer un module récupérer les targets dans une sphère autour de moi, ou devant moi, ou avec une line trace, ou même avec une distance max et en restant au niveau du sol. Et maintenant, on peut dire à une ability d'utiliser tel ou tel ou tel module. De cette façon, une ability peut récupérer des targets de plein de façons différentes. Et enfin, le dernier point est certainement le plus important ici. Où est-ce que toutes ces informations vivent? Toutes ces informations vont exister sur ce qu'on appelle l'Ability System Component, aussi appelé ASC. C'est le cœur du Gameplay Ability System. J'en parle en dernier parce qu'on va reparler de tous les points qu'on a vus juste avant. Chaque acteur qui va avoir besoin d'abilities, d'attributs, ou qui peuvent recevoir des gameplay effects, doivent avoir un ASC sur eux. Il permet de gérer tout ce qui va être réplication de façon à ce que ça soit simplifié. On peut en faire une classe enfant pour ajouter nos propres fonctionnalités, ce qu'on va faire pendant l'exemple. Et à l'intérieur de cet ASC, il existe 2 infos en permanence. Ces 2 infos vont être l'owner actor et l'avatar actor. Donc il faut voir l'owner actor comme celui qui possède l'Ability System Component et l'avatar actor, ce qui va être la représentation graphique de notre acteur. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? Déjà, le premier point à dire, c'est qu'il est possible que ça soit le même acteur, c'est-à-dire que l'owner actor et l'avatar actor sont, par exemple, le caractère. Ensuite, si on différencie les deux, c'est simplement pour des raisons de réplication et d'existence. Si j'ai un ASC sur le player et que mon player, à un certain moment du jeu, il meurt, alors le component qui est avec va aussi mourir, et donc tous les attributs qu'il avait avant vont être supprimés. Si maintenant, par exemple, j'avais un attribut plutôt de score, et que j'avais un score à 0, à chaque fois qu'on bat quelqu'un dans le jeu, on gagne un score de 1, et si jamais je meurs, on peut respawn et continuer la partie.
Le problème, c'est que si mon acteur meurt, je perds mon information de score, je la remets à 0, et ma donnée n'est pas dite persistante, justement. On va avoir besoin de faire persister ces données et de les faire vivre en continu sur quelque chose qui reste tout le temps vivant. C'est pour ça qu'on différencie les deux informations, Owner Actor et Avatar Actor. L'avatar pour pouvoir lancer des animations si besoin avec les abilities, et l'Owner Actor si on a besoin de faire persister nos informations durant la partie. Alors sur un jeu multijoueur, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est de mettre notre ASC, donc je reviens un peu en arrière, c'est de mettre justement notre ASC sur un autre acteur en particulier qui va être le Player State. Pourquoi le Player State? Parce que le Player State, c'est une classe qui va exister en permanence durant la partie. Il va y en avoir un par joueur et c'est répliqué et accessible depuis chaque client. Donc très pratique justement pour répliquer les attributs en question, de savoir combien un autre joueur a de PV et de pouvoir suivre en permanence les informations de score durant la partie. Un des gros points forts du Gameplay Ability System, ça va être sa gestion du réseau simplifié. Donc de pouvoir pas trop se prendre la tête avec tout ce qui est réplication. Et donc pour ça, l'ASC va avoir 3 modes de réplication bien distincts. Le premier mode de réplication est en full, le deuxième en mixte et le dernier en minimal. Alors quelle est la différence entre ces 3 modes de réplication? Full, on va répliquer tous les effets, les gameplay effects, les gameplay tags, les gameplay queues, on va tout appliquer chez tout le monde, à tous les clients. Donc forcément, en termes de réseau et de bande passante, c'est peut-être pas la meilleure solution. Le full, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser sur un jeu solo. Le mixte va répliquer les gameplay tags et les gameplay queues à tout le monde, comme ça, tous les clients ont les retours visuels de ce qui s'est passé, et les gameplay effects ne sont répliqués que pour le client possédant cet ASC. De cette façon, le client en question connaît ce qui s'est passé sur lui, le serveur également. Les tags sont répliqués chez tout le monde, de cette façon, les autres clients voient qu'il est en train de brûler, mais l'information de perte de PV n'existe que sur lui. Et minimal, c'est la même chose que mixte, mais cette fois-ci, les gameplay effects ne sont pas du tout répliqués et ne vivent que sur le serveur. Pour mieux comprendre ça, prenons l'exemple d'un spell de style Fireball, boule de feu. Je suis client, et je balance la Fireball sur un autre client. Ça envoie un gameplay effect direct sur son personnage. Le gameplay effect va gérer le calcul de dégâts, donc les valeurs, si c'est instantané, si c'est sur la durée. De mon côté ici, je n'ai pas besoin de savoir ça. Et donc, cette information de gameplay effect ne sera répliquée que entre lui et le serveur. Puis le gameplay effect va ajouter un tag burning, par exemple sur lui. Ça, c'est répliqué chez tout le monde. Donc je sais qu'il est en burn, l'information m'est transmise par le serveur à ce niveau-là. Et enfin, ce tag burning va activer un gameplay queue pour l'aspect graphique, donc des flammes autour de lui. Facile. Quand le gameplay effect se termine, le tag s'enlève, c'est répliqué, et donc le gameplay queue s'enlève aussi. Maintenant, si on est sur un jeu solo, aucun intérêt à se prendre la tête avec tout ça. On réplique tout, d'où le mode full. Et enfin, le minimal va servir à quoi? Bah souvent pour tout ce qui est IA. Si par exemple, ici j'ai plutôt un PNJ sur lequel je vais aussi envoyer ma boule de feu, est-ce que l'IA a besoin de savoir qu'elle a subi un gameplay effect? Non. Parce que justement, le serveur est déjà au courant, et vu que l'IA fait partie du serveur, il a déjà toutes les infos nécessaires. Aucune réplication n'a besoin d'être faite chez lui. Par contre, on réplique bien les gameplay queues et les tags. On veut voir l'IA en train de brûler. Donc si on reprend les 3 modes de réplication, s'il n'y a pas de réseau, autant se mettre en full directement. S'il y a du réseau et qu'il s'agit d'un personnage contrôlé par un joueur, alors on va le mettre en mixte, de façon à avoir la réplication de tout ce qui est graphique et au moins les gameplay effects répliqués sur lui, entre lui et le serveur. Et le minimal va uniquement servir pour les IA, puisque le gameplay effect n'a pas besoin d'être su par l'IA.
Donc maintenant que nous avons vu toute la théorie à propos du Gameplay Ability System, nous allons pouvoir créer notre propre Gameplay Ability System avec une surcouche un peu spécifique. Sur celle-ci, nous allons rajouter un système de binding d'input directement lié aux abilities. Donc de cette façon, les touches prévues pour une ability n'auront pas besoin d'être exécutées pour appeler l'ability. Pour setup ce projet, nous allons utiliser 2 packs d'assets qui sont gratuits, donc que vous allez pouvoir récupérer par vous-même. Vous avez le premier pack d'animation ici, ainsi que ce second pack d'animation sur lequel nous allons faire une ability plutôt à distance. Maintenant que tout est prêt, nous allons pouvoir setup le projet correctement avec le Gameplay Ability System. Pour ça, nous allons créer un nouveau projet, donc un template en third person. On met bien en C++, le Gameplay Ability System a besoin d'avoir un certain setup en C++, mais les abilities pourront être codées directement en Blueprint. On met le nom du projet, et on crée. Maintenant que le projet est ouvert, nous allons pouvoir activer les plugins dont nous avons besoin. Donc pour cela, plugin, et nous allons rechercher Gameplay Ability. Vous activez le plugin, on relance le projet, et pour voir si le Gameplay Abilities est bien activé, pour cela, vous faites clic droit, Gameplay, et vous devriez avoir les Gameplay Ability Blueprint. Alors, c'est pas uniquement ça qu'on a besoin de setup, on va devoir rajouter des informations dans le build.cs afin que notre projet sache utiliser les différentes classes du Gameplay Ability. Pour cela, vous allez ouvrir votre interface de développement. J'utilise Rider, c'est un IDE qui est plutôt pratique avec Unreal et que vous pouvez maintenant récupérer gratuitement pour des projets non commerciaux. Donc, nous allons aller dans le dossier source, dans notre projet, et ici vous avez le fichier build.cs. Et à l'intérieur de ce fichier-là, nous allons rajouter une ligne qui va être Private Dependency Module Names. On va rajouter un range. Et dans ce texte-là, nous allons rajouter Gameplay Abilities, Gameplay Tags, ainsi que Gameplay Task. Maintenant que nos dependencies ont été rajoutées, on va pouvoir créer nos classes un petit peu spécifiques. Pour ça, on va aller dans les classes en C++ de notre projet. Si vous n'avez pas accès à ce dossier-là, vous pouvez l'afficher en cliquant sur Settings et Show C++ Classes. Ici, nous allons créer une nouvelle classe. Alors, ici, nous allons devoir créer 2 nouvelles classes spécifiquement pour notre jeu et également notre Ability System Component un peu custom. Donc la première classe à faire va être une classe caractère. Si vous avez un pawn, donc vous pouvez faire un pawn. Nous, dans notre cas ici, nous allons partir sur un caractère. Donc notre caractère ici, nous allons l'appeler le custom character. Et nous allons créer la classe. Et nous allons faire la même chose pour notre classe suivante, qui va être une classe de type Player State. Donc vous pouvez également rechercher ici, taper Player State à ce niveau-là. Donc le setup que nous allons faire ici est d'avoir l'Ability System Component sur le Player State et non pas le character. De cette façon, pour le réseau, ça sera plus pratique pour faire un jeu multijoueur. Donc nos 2 classes sont créées, nous allons maintenant créer notre Ability System Component Custom. Pour cela, nous recherchons Ability System Component et nous allons faire une classe enfant de celle-ci que nous allons appeler Custom Ability System Component. Maintenant que nos 3 classes sont créées, nous allons pouvoir mettre en place ce qu'on avait appelé justement l'avatar actor et l'owner actor. Alors, nous savons que le player state va devoir contenir ce component, donc avoir ce component sur lui, ici. Donc je vais devoir créer un accès vers notre Custom Ability System Component depuis cet acteur-là. Pour cela, nous allons faire un pointeur vers un uCustom Ability System Component, ce qui va nous rajouter une forward declaration ici, et nous allons l'appeler Ability System Component, tout simplement. Maintenant, nous allons créer ce component
à la construction de notre player state. Pour ça, nous allons faire un constructeur, donc qui va être le aCustomPlayerState, ici. Nous générons la définition dans le point CPP, et dans ce constructeur, nous allons pouvoir créer notre component en lui donnant notre pointeur comme étant l'accès vers ce component. La création d'un component se fait avec la fonction createDefaultSubObject, et dans les chevrons, nous mettons le nom de la classe. Ici, nous pouvons rajouter un petit texte qui va lui donner un petit nom du côté editor, du côté Unreal. Alors, d'autres choses à rajouter ici, cet Ability System Component, il faut absolument qu'il soit répliqué. Donc pour cela, nous mettons un setReplicated à vrai. Et enfin, nous allons augmenter la Net Update Frequency à 100. Donc cette ligne-là, le set Net Update Frequency, va nous permettre de dire au Custom Player State de s'actualiser plus souvent. Pourquoi? Parce que le Player State a une Update Frequency qui est assez basse, et donc si on la laisse basse, les informations des attributs mettront trop de temps à se mettre à jour ou à s'actualiser chez les autres joueurs. En augmentant celui-ci, nous aurons l'information plus rapidement, mais attention, du coup, ça demande beaucoup plus de bande passante. À vous de trouver un compromis au niveau de la valeur que vous allez mettre ici. Donc pour des tests rapides, ici nous allons utiliser la valeur 100, mais bien sûr pour une optimisation de jeu en réseau, il faudra certainement réduire cette valeur. Donc maintenant, nous retournons sur le Custom Player State, et ici au niveau du pointeur, nous allons rajouter un uProperty, qui va nous permettre de pouvoir avoir accès aux valeurs de notre uCustom Ability Component du côté éditor du projet. Donc maintenant que tout ceci est fait, nous compilons pour ça CTRL-SHIFT-B. Et une fois que c'est terminé, si nous retournons dans Unreal, nous allons pouvoir faire une classe Blueprint dérivée de ce Player State. Donc pour cela, clic droit sur la classe, Blueprint Class. Ici, nous allons l'appeler BP Custom Player State. Et sur ce Custom Player State, si nous cliquons sur l'Ability System Component, nous allons pouvoir modifier les valeurs par défaut de notre Ability System Component. Nous pouvons tester dès maintenant si notre Ability System Component fonctionne correctement. Pour cela, nous allons créer un Game Mode spécifique, Blueprint, Game Mode Base. Nous allons l'appeler BP Custom Game Mode. Et dans les classes de base de notre Game Mode, nous allons changer le Default Pawn par le BP 5 personnes et le Player State par notre BP Custom Player State. Nous changeons le Game Mode du projet, Select Game Mode Base Class, BP Custom Game Mode. On enlève le World Override, on n'en a pas besoin ici puisqu'on a une seule scène. Et si on fait un play, notre player spawn directement, ici. Et si nous utilisons la commande show debug ability system, nous devrions avoir l'ability system component bien présent sur notre BP custom player state, comme nous pouvons le voir en haut à gauche. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, nous allons pouvoir setup l'avatar et le owner actor de notre ability system component. Le problème ici, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, nous avons uniquement l'avatar actor qui est setup et qui est mis sur le player state, sur le custom player state. Alors que justement, l'avatar actor devrait être le character et l'owner actor devrait être le custom player state. L'ability system component a besoin qu'on lui renseigne l'avatar et l'owner actor au démarrage du jeu. Donc pour pouvoir faire ça et que ça fonctionne en réseau, on va devoir le faire à deux endroits différents. On va devoir setup cet avatar et cet owner actor à deux endroits différents de notre projet. Pourquoi? Parce que le player a besoin d'être setup correctement. C'est-à-dire que le player, quand il va spawn dans la partie, il n'est pas forcément prêt à ce moment-là. Il n'est pas prêt à recevoir toutes les informations nécessaires et il n'a peut-être pas encore l'ability system component sur lui ou de player state sur lui. Donc j'ai besoin d'attendre les bons timings de façon à tout relier correctement au bon moment. Et donc pour ça, nous allons devoir rajouter un accès à l'ability system component sur le character. Donc pour cela, on reprend exactement la même ligne que dans notre player state. Mais cette fois-ci, pas besoin d'edit les defaults de ce côté-là. Tout se fera en passant par le player state,
Ici, ce pointeur nous servira uniquement à avoir accès à l'Ability System Component du Player State depuis le caractère. Ensuite, nous allons rajouter deux méthodes, donc override deux méthodes ici qui vont être le possessed by et le onRep player state. Pourquoi ces deux méthodes ? Parce que le player n'est pas forcément prêt au moment où il spawn dans la scène. Peut-être qu'il spawn et qu'il y a un léger temps de latence, que les contrôleurs ne sont pas mis correctement, que l'Ability System Component n'est pas encore spawn, et donc ces deux méthodes vont nous permettre de récupérer les informations quand elles sont prêtes. Le possess by va nous dire quand le player a été possédé par un contrôleur, donc c'est-à-dire qu'il est actuellement joué, et le onRep player state nous dit justement quand le player state est prêt. Pourquoi est-ce qu'on utilise les deux méthodes ? Parce que le possess by ne va se lancer que sur le serveur, donc c'est-à-dire que le client ne lancera pas ce code-là, là où le onRep player state va se faire chez tout le monde. Le problème, c'est que si je fais que sur le serveur, le client n'aura pas accès à son pointeur d'Ability System Component, et si je le fais que ici, le serveur n'aura pas accès au pointeur d'Ability System Component. Donc je dois le faire à ces deux endroits. On va renseigner l'Ability System Component dans ces deux méthodes. Pour cela, nous générons les définitions des deux méthodes. Et le code en question va être le suivant. Nous récupérons le player state. Ici, nous le castons directement en custom player state. Nous gardons une référence à ce pointeur que nous allons appeler PS. Donc si le player state que je récupère est valide, nous allons pouvoir dire que l'Ability System Component du player est égal à celui du player state. Le problème, c'est que le player state, ici, donc PS, je ne peux pas récupérer l'Ability System Component. Si j'essaye de le faire, comme ceci, il va me dire qu'il est inaccessible. En effet, sur le player state, la variable Ability System Component est en privé. Alors, nous n'allons pas la passer en public, parce que justement c'est une erreur. Nous allons rajouter une interface qui va nous permettre de récupérer des informations justement de l'Ability System. Mais pour ça, il va falloir override le getter de façon à lui dire où il est exactement. Donc pour ça, nous allons rajouter l'include Ability System interface. Et nous allons rajouter notre interface à notre classe, à custom player state. Ce code-là, nous allons le faire aussi côté player, puisque nous allons pouvoir get l'Ability System Component sur le player state, mais aussi sur le custom character. Donc pour ça, custom character, nous rajoutons l'interface et nous rajoutons l'include. Donc la méthode n'est pas encore prête, il faut override la méthode justement du getter. Pour cela, si nous tapons maintenant getAbilitySystemComponent, System Component, nous avons la méthode en question qui existe dans l'Ability System Interface. Donc là, c'est un getter tout simplement. Nous allons dire ici de return notre Ability System Component. Nous allons faire la même chose côté caractère. Et ici, nous allons devoir ajouter notre include custom Ability System Component. Maintenant, pour avoir accès à l'Ability System Component sur le player state, il suffit de faire un getAbility System Component. L'Ability System Component n'étant pas du même type entre la méthode getAbility System Component et le component ici, nous allons devoir caster ce component ici en un uCustom Ability System Component. Et enfin, si cet Ability System Component est valide, dans ce cas-là, nous allons pouvoir utiliser une méthode spécifique à l'intérieur qui va être l'init Ability Actor Info. Donc ici, il nous demande deux acteurs en question, l'Owner Actor et l'Avatar Actor. L'Owner Actor, facile, ça va être notre player state. Et enfin, l'Avatar Actor, je suis sur le caractère, donc c'est bien le caractère. Maintenant, notre Ability System Component a les bonnes informations, puisque j'utilise celui du PS, donc celui du Player State,
C'est le même pointeur, on pointe sur le même Ability System Component, il y en a un seul pour les deux acteurs, que ça soit Player State ou Custom Character. Je vous ai dit, ce code-là ne s'exécute que du côté serveur, donc je peux mettre un petit commentaire server-side setup, et ici, ça va être du côté client. Le code est exactement le même, rien ne change. On duplique du côté client-side. Maintenant que tout ceci est fait, nous compilons le code. Maintenant que tout est setup, nous allons pouvoir modifier la classe justement parent de notre player de façon à ce qu'elle soit sur le custom character. Pour ça, nous rouvrons la classe BP Person Character. Nous gardons en mémoire le caméra boom et la follow caméra, donc pour cela CTRL-C sur les deux components, et ici nous allons reparenter le blueprint de façon à le mettre sur le custom character. Nous allons perdre les informations justement de la caméra, on recolle le tout, et nous avons le spring arm et la caméra bien setup sur maintenant notre classe custom character. Ici nous pouvons faire un play, histoire de tester. Nous affichons le debug de l'Ability System, et maintenant, en haut, nous pouvons avoir l'avatar actor qui est le third person character, et l'owner qui est le custom player state. Et ce setup fonctionne également en réseau, c'est-à-dire que là, nous pouvons changer le nombre de joueurs, et le net mode en listen server. Si nous faisons un play, nous avons maintenant 2 joueurs dans la scène. Je peux afficher le debug ici, ou les debugs de l'autre côté, et nous avons bien l'avatar et le custom player state qui est sur un autre pour l'un et pour l'autre client ou serveur. Maintenant que nous avons changé notre classe parent pour notre caractère, nous avons perdu tous les contrôles de notre personnage. C'est pas trop... Alors ce n'est pas un problème, nous allons pouvoir les refaire directement en blueprint. Vous pouvez également les copier de votre classe caractère de base ici. Vous avez tout le setup et tous les inputs que vous pouvez copier de l'autre côté. Ou alors les refaire en blueprint ici de notre côté. Pour ça, nous allons override une méthode receiveControllerChanged. Donc au moment où notre player change de contrôleur, ça nous permet de récupérer le contrôleur en question. Nous allons tester si ce contrôleur est bien un player contrôleur. Si oui, on récupère du coup tout le système d'enhanced input auquel nous allons rajouter un mapping contexte qui va être notre IMC default. Au niveau des inputs, nous allons pouvoir récupérer IALook et IAMove qui sont déjà créés de base sur notre projet. IALook va nous permettre de gérer la caméra, donc ici nous allons pouvoir rajouter un contrôleur YoInput et un contrôleur PitchInput. Donc ces deux nœuds là vont nous permettre de gérer la caméra du player. Ici, au niveau des values, nous allons récupérer la valeur en X pour cette valeur-là et la Y pour la deuxième. Pour les mouvements, nous allons pouvoir rajouter des Add Movement Inputs. 2. Le premier va récupérer le control rotation de notre player. Et à partir de là, nous allons en faire un right vector et également un forward vector. Ici, nous allons pouvoir séparer plusieurs axes, donc supprimer des axes dont on n'a pas besoin dans le calcul de notre déplacement de personnage. Pour le right vector, j'ai uniquement besoin du X et du Z. Et pour le forward vector, je vais avoir besoin uniquement du Z. La scale value va dépendre de nos axes ici. Le X va aller pour le mouvement de droite à gauche et le Y va aller pour le mouvement de tout droit ou derrière. Donc maintenant que tout ceci est setup, nous pouvons tester si nos inputs fonctionnent bien. Donc les mouvements fonctionnent bien. Ici, nous avons uniquement un petit problème de rotation, comme nous pouvons le voir en se déplaçant sur le côté. Donc pour cela, nous allons aller dans le Character Movement et nous allons cocher la case Orient Rotation to Movement. Et également, sur directement la classe, vous allez descendre
nous allons descendre tout en bas et nous allons décocher le Use Control Rotation You, qui va nous permettre de rotate le player et qu'il suive correctement les déplacements indépendamment de la caméra. Donc les mouvements fonctionnent bien, tout est setup, mais nous allons voir qu'il y a un léger problème quand nous jouons à 2 joueurs ou plus. Au moment de la connexion du deuxième joueur, nous allons avoir un access known, ici comme nous pouvons le voir. Nous allons avoir un access known sur le add mapping context. Pourquoi ? Parce que l'événement receive controller change se lance à la fois sur le serveur et sur le client. Ici, le mapping context doit être fait uniquement sur le client. Donc, pour cela, nous allons tester un booléen et tester s'il est localement contrôlé. Donc, s'il est contrôlé en local, c'est-à-dire que c'est le client et qu'il a le droit de rajouter son mapping context. Donc, nous pouvons retester. Plus d'erreurs, les déplacements se font bien. Et sur le deuxième, aucun problème également. Ok, maintenant il est temps de setup notre première ability et nous allons commencer simplement par faire un jump. Donc le jump, on aurait pu le faire en dehors d'une ability, c'est tout à fait possible de le faire sans être une ability, mais c'est certainement la plus simple à mettre en place, donc autant commencer par ça. Donc pour créer une ability, nous allons faire clic droit, gameplay, gameplay ability blueprint. Ici, nous allons pouvoir créer une ability de base, donc gameplay ability, et nous allons l'appeler GA, pour gameplay ability, underscore, jump. Au moment où vous allez ouvrir la gameplay ability, vous allez tomber donc là-dessus. Ça ressemble à un blueprint, il y a un activate ability, et vous avez le on-end ability ici. Mais vous avez également dans les classes default des choses à rajouter. Voilà. Ici, vous allez pouvoir rajouter justement des tags qui vont pouvoir dire à l'ability de s'activer ou de ne pas s'activer selon certaines conditions. Ou justement de dire que s'il n'a pas ce tag-là, il ne peut pas lancer l'ability. Il y a également des informations de réplication et d'instance. Alors, à quoi cela va nous servir ? On va comprendre ça très vite sur l'instance per execution en faisant le test du jump. Donc pour pouvoir faire un jump, ici, nous allons pouvoir récupérer l'avatar actor. Vu que nous avons tout setup, ici l'avatar actor va être justement le caractère en question. Ici, nous pouvons caster ça, justement, en caractère, et lui dire de jump. Donc, ce qui est plutôt classique et qui ressemble à un jump de base dans le projet. Donc, quand je lance cette ability, je récupère l'avatar actor. Si c'est bien un caractère, alors tu jump. Donc, pour rajouter l'ability, ce que nous allons faire, c'est d'aller sur le custom player state et de réutiliser le getAbilitySystemComponent. system component. Vu que tout est setup et qu'on peut récupérer ça côté client ou serveur, ça nous permet de rajouter une ability avec la méthode giveAbility. Ici, il nous demande l'ability class. Je vais donner le GA-jump qu'on vient de créer. Et ce code-là, nous allons le mettre en début de jeu. Nous allons voir ce qui se passe. Donc, si je fais un play, ici, j'ai les deux qui sont posés et j'ai aucune touche pour pouvoir lancer mon ability. Donc ici, il nous manque quelque chose, c'est le link entre ability et touche. Donc pour pouvoir utiliser cette ability, nous allons devoir l'activer à un certain moment du jeu. Nous donnons une ability à un player et ensuite il l'utilise quand il en a besoin. Ici, le IA jump est déjà fait de base, donc nous allons pouvoir utiliser ce binding IA jump ici. Donc l'IA jump ne va plus appeler le caractère jump, mais il va appeler l'ability system component sur lequel nous allons utiliser le try-activate ability. Alors, il y a plusieurs try-activate ability. Vous en avez un par tag, un justement qui va utiliser ce qu'on appelle des spec handle, et enfin le try-activate ability by class. Donc celui-ci va vérifier si les tags qu'on va lui renseigner ici correspondent et trouver l'ability qui peut correspondre à cet ensemble de tags. Ensuite, nous avons le try-activate ability de base. Celui-là va utiliser ce qu'on appelle un spec handle. Le spec handle, c'est quand vous donnez justement une ability, quand on donne une ability à quelqu'un, ça nous renvoie un gameplay ability spec handle. Donc c'est justement un handle plus pratique, puisque là, on a la classe, on donne l'ability avec la classe, et ça nous renvoie un peu un objet sur lequel on peut se baser
afin de dire tu lances telle ability en utilisant ce spec handle là. Et enfin, vous avez la dernière méthode qui va être le try activate ability by class. Donc celui-ci va directement demander la classe en question. Attention, on ne peut activer une ability uniquement si elle a été donnée avant. Donc nous allons utiliser celui-ci au moment du jump. Et tester si l'ability se lance bien. Donc là, nous voyons que tout se lance correctement. Nous avons le jump qui se fait. Et si nous regardons dans notre debug ability system, nous allons pouvoir changer de catégorie. Donc pour cela, vous allez taper dans les commandes Next Category et vous allez tomber sur Ability System Debug Next Category. Vous faites cette commande 2 fois et du coup vous allez tomber sur les abilities en ce moment. GA Jump est active, il y en a 3 en cours. Et quand je saute, ça en rajoute à chaque fois. De l'autre côté, côté client, je peux aussi le faire la même chose. Next Category. Et si je saute, on voit que ça se déclenche également. Alors, ici, on voit le problème, c'est que je vais créer à chaque fois que je saute une instance de l'ability. C'est pas exactement ce qu'on veut. Ici, en termes d'optimisation, c'est pas le meilleur. Il faudrait réutiliser la même ability à chaque fois qu'on saute. Donc, c'est là où dans le GA Jump, dans les classes default, nous allons pouvoir changer l'instancing policy à instance per actor. Donc maintenant, notre acteur a une seule instance de ce GA Jump qui va pouvoir réutiliser quand elle est disponible. Ici, l'instance par exécution, c'est vraiment de dire j'utilise dès que c'est possible, en fait, je crée un nouveau GA Jump que je lance. Ici, l'instance per actor va justement dire je réutilise la même instance tant que je peux la réutiliser. Donc, je la réutiliserai tout le temps, tant que j'ai toujours l'ability sur moi. Ici, l'instance per actor, si jamais j'utilise maintenant ce jump, donc on regarde sur l'ability system, j'ai bien GA jump, et si je saute, j'en ai un d'actif, et là, petit problème, je ne peux plus sauter. Donc, le problème, c'est qu'une ability, elle a une activation, et va avoir une fin d'ability. Si l'ability n'est pas terminée, ça veut dire qu'elle est toujours en cours, et si elle est toujours en cours, je n'ai pas le droit de la réactiver. Donc maintenant qu'on a rajouté le end ability, je peux checker, on va dans le show debug, ability system, et on regarde dans la dernière catégorie, je saute, je vois même plus qu'elle s'active, et du coup je peux spammer la touche. Le problème, encore une fois, donc un autre problème ici, c'est que du coup, je vais pouvoir jump aussi en plein milieu en étant en l'air. Donc là, je peux spammer ma touche et on va regarder ça dès maintenant. Si je rajoute un debug et que je spam, même quand je suis en l'air, je lance l'ability. Donc ça, pas super pertinent et pas super optimisé. Et là, on va voir quelque chose de plutôt pratique. C'est d'utiliser ce qu'on appelle des gameplay events. Alors les gameplay events, qu'est-ce que c'est? Dites-vous que ce sont un peu comme des dispatchers, donc des choses qui vont envoyer une information à droite et à gauche, et ceux qui écoutent justement ce gameplay event vont pouvoir déclencher la suite de leur code. Donc là, sur notre player, nous allons rajouter une méthode qui va être onLanded, donc quand j'atterris au sol. À partir de ce moment-là, on va envoyer un gameplay event à un actor, donc l'acteur en question, moi-même. Et ici, on va pouvoir lui envoyer un event tag. Alors l'event tag, pour le moment, on va utiliser quelque chose de test. Donc vous avez toujours normalement des tags de test. Ici, on va utiliser le générique tag one. Et dans le GA jump, au moment où je jump, je vais lui dire d'attendre le gameplay tag. Et uniquement quand tu l'as reçu, tu end l'ability. Donc là, on va utiliser un wait gameplay event. Et quand je reçois l'event, on arrête l'ability. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais pouvoir lui donner le tag en question.
Donc là, au moment où je jump, je lance l'activation du jump, puis j'attends un gameplay tag. Le gameplay tag en question, il va arriver au moment où l'acteur va toucher le sol. J'envoie un gameplay tag event à un acteur, et je le récupère. Et quand je le récupère, je peux faire un end ability. On va laisser le debug et on va voir si tout se passe correctement. Donc, entre le jump et le gameplay tag, jumping, on lance, et là je peux plus spammer même en étant en l'air. Donc les gameplay tags, quelque chose de très pratique pour justement envoyer des informations à d'autres acteurs ou attendre justement des informations dans des gameplay abilities. Donc on a vu comment déclencher une abilities avec justement un input qui est posé ici et avec justement le try activate ability by class. Alors là c'est le moment où on va faire un setup un peu plus custom de notre ability system de façon à pouvoir éviter d'appeler ça à chaque fois qu'on veut faire un appel d'ability, de rendre ça un peu plus, on va dire, modulable et de pouvoir renseigner toutes les informations directement sur notre ability system component. En gros, on veut dire qu'un input est toujours lié à une ability. Si j'appuie sur cette touche, je lance cette ability. Si j'appuie sur une autre touche, je jouerai une autre ability. Donc pour ça, nous allons créer déjà plusieurs input actions. Donc je vais prendre le IA jump, on va le dupliquer. Et je vais appeler ça ability 1. Et on duplique ability 2. Ces deux abilities, on va les rajouter dans notre IMC default. Donc dans l'input mapping context, je rajoute IA ability 1 et IA ability 2. La touche en question, au choix, je vais utiliser 1 et 2 sur mon clavier. Et maintenant, on va pouvoir ajouter le setup directement sur notre Custom Ability System Component. Alors, donc ici, notre Ability System Component va avoir quelque chose qui va avoir besoin de lier une touche à une ability. Donc pour ça, nous allons faire une map. Donc tmap. Et on va rajouter du coup pour le gameplay ability une subclasse de uGameplay Ability à laquelle nous allons pouvoir lier un pointeur vers un uInputAction. On va appeler cette variable AbilitiesMapping. Donc, je récapitule ici, nous allons créer une map qui va avoir un uGamePlayAbility et qui va être lié à une action. Cette map ici, on va pouvoir la remplir depuis l'extérieur. On va la remplir directement sur notre player state et du coup pour ça, on va lui rajouter un uProperty Edit Anywhere et les classiques Blueprints ReadWrite et une catégorie Ability. Alors forcément, maintenant, ceci va devenir public pour pouvoir y avoir accès en éditeur. Et si on compile ce code, on devrait retrouver sur notre BP Custom Player l'Ability System Component et l'Ability Mapping juste là. Ce qui va nous permettre justement de lier une action à une touche. Donc maintenant notre GA Jump est lié à IA Ability 1. Attention, le binding n'est pas encore fait, il ne sait pas quel code lancer. Et c'est là où l'Ability System Component vient avec quelque chose de très pratique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir binder justement les actions directement à l'input et à l'ability à lancer. Il existe des méthodes spécifiques pour ça et ça fonctionne avec ce qu'on appelle un input ID. Alors, on va essayer de setup tout ça le plus simplement possible et on va devoir créer une méthode qui va s'appeler setupBindings. Donc, on va créer une méthode setupBindings qui va prendre un uInputComponent qui va être notre player input component. Donc, en gros, l'enhanced input component, il va être ici.
Donc notre méthode setupBindings ici, on va générer la définition. Donc déjà le tout premier truc, c'est de vérifier si le player input component est bien un enhanced input component. On rajoute l'include enhanced input component. Et on va utiliser ça comme étant un pointeur vers un uEnhanced input component qu'on va appeler enhanced input component. Donc si l'enhanced input component est valide, donc c'est-à-dire qu'on a bien récupéré l'enhanced input component du player, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer notre binding d'action. Alors, vu que je suis sur le Custom Ability System Component, j'ai accès au mapping d'abilities qu'on vient de faire. Donc pour pouvoir itérer sur l'ensemble des abilities et l'ensemble des input actions qui sont dedans, on va faire une boucle qui va, elle, prendre les tuples de t subclass of uGameplayAbility t object pointer de uInputAction. Donc ça, c'est notre ability mapping. Donc ça, c'est notre ability mapping qui va être dans abilities mapping. Et donc pour chacun des mappings qu'on a à l'intérieur de ça, on va pouvoir dire à l'enhanced input component de bind une action. Et ici, on va avoir l'action en question. Donc ici, notre action, c'est facile, c'est la value de notre tuple. Donc si je prends ability mapping.value, ensuite, il nous demande le trigger event. Alors ici, on va utiliser le started pour dire au moment où j'appuie sur la touche. Donc trigger event started. Ensuite, il nous demande l'objet sur lequel ça se passe sur l'ability system component. Et enfin, la fonction. Donc c'est là où la fonction est plutôt dans l'ability system component. Donc si on regarde ici dans l'ability system component, vous avez plein de méthodes. Et à l'intérieur de ça, vous en allez avoir une qui va s'appeler l'ability local input pressed. Donc les ability local input pressed and released vont nous permettre de justement gérer le moment où j'appuie sur la touche, que je la relâche, qui sont liés à cette ability-là, celle que je suis en train de lancer avec cette ID ici. Chaque ability que je donne, quand je fais un give ability, on va lui donner un input ID en question, et de cette façon, il va récupérer l'input ID et dire cette ability est liée à cette ID, et cette ID est liée à cette touche. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, ici, à l'intérieur de ça, je vais pouvoir utiliser cette méthode qu'on vient de voir. Et donc pour ça, en référence de notre Custom Ability System Component, on va avoir une méthode qui s'appelle l'Ability Local Input Pressed. Alors l'input pressed, il va avoir besoin de justement un paramètre qui va être l'input ID. Donc ici, c'est le moment où je vais pouvoir mettre 0, 1, 2, 3 en fonction de mon mapping d'ability. Donc là, je vais rajouter un entier input ID juste avant qui vaut 0. Et donc, mon input ID, on le rajoute à ce niveau-là. Et cette ligne-là, on la duplique. Seulement, on n'est plus en started, on va être en completed. Et l'ability local input pressed va être plutôt en released. On ne change pas l'input ID parce que c'est la même action, donc justement la même ability. Et ici, je vais juste augmenter mon input ID de 1. À chaque fois que je passe sur l'ability mapping, je rajoute 1 à mon ID. Je bind une action, j'augmente de 1, et le nouveau va venir pour ma prochaine action. Donc là, on a bindé nos inputs avec nos événements, mais j'ai pas give les abilities à notre player. Donc, il va falloir give aussi nos abilities à notre player. Et c'est là où ça devient un petit peu compliqué,
Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que le player soit bien setup, qu'on rajoute du coup les abilities au bon moment. Une fois que tout est prêt, que les bindings sont prêts, que tout est fait correctement, c'est le moment où on va pouvoir lui donner justement les abilities. Je peux pas lui donner avant d'avoir fait le Custom Ability System Component. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire aussi de ce côté-là, c'est que la fameuse méthode qu'on utilisait dans les player state, justement, pour init les ability actor info, je sais qu'à partir de ce moment-là, tout est prêt. Donc je sais qu'à partir de ce moment-là, on a setup ce qu'il fallait sur l'ability system component. D'accord ? Cette méthode est virtuelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'override dans mon custom à moi, ici. Donc si je la recherche, on devrait tomber sur init ability actor info. On va créer un override de cette méthode, tout en gardant l'appel parent. Donc dans celui-ci, rien de bien compliqué. Une fois qu'on a init l'ability actor info, tout est prêt. Je vais pouvoir lui give les différentes abilities. Donc pour ça, je vais reprendre la même boucle qu'on a fait ici. Je vais pouvoir la mettre à l'intérieur de celle-là. Seulement cette fois-ci, au lieu de bind les actions, plus besoin de bind forcément, mais je vais avoir besoin de lui give une ability. Et l'ability en question, ça va être l'ability mapping qui est là. Alors, give une ability, justement, vous le voyez ici, en C++, on ne peut pas give une ability avec une classe. Mais c'est pas bien grave parce que le give ability, lui, il demande un f gameplay ability spec. Alors, on va pouvoir créer ce qu'on appelle justement un f gameplay ability spec. Et à l'intérieur de celui-ci, on va pouvoir en créer une avec une ability class. L'ability class, facile, c'est celle qu'on a sur notre ability mapping. Donc, j'ai juste à récupérer ability mapping, point, qui je récupère l'ability en question. Il me demande ensuite un level d'ability, donc là, pour du test, on va marquer 1. Et enfin, l'ID en question, attention à ne pas se planter, du coup, c'est bien l'input ID qui est là. Ici, je lui dis, tu commences à 0, tu rajoutes une ability avec 0, puis tu augmentes de 1, et tu continues à rajouter des abilities 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire que les abilities ici que je rajoute à 0 seront les mêmes, dans le même ordre, que celles que je vais binder sur mes actions. Donc là, en ayant fait ce code-là, on a bindé nos actions à nos différentes abilities. Et il nous manque du coup un dernier appel, c'est l'appel de setup bindings. Setup bindings doit être appelé à un certain moment. Donc toujours pareil, j'ai besoin de l'appeler avec le player input component, donc il faut que je récupère l'input component du player. Et le problème, c'est que les inputs sont pas prêts directement. Si on regarde sur le custom character, on a bien un appel d'une fonction qui s'appelle setUpPlayerInputComponent qui nous permet de savoir quand tout est prêt, quand tout est ready, justement. Donc ici, c'est le moment où je vais pouvoir appeler, justement, notre méthode sur notre Ability System Component qui va être setUpBindings avec notre PlayerInputComponent. On compile le tout. Et maintenant, du côté Unreal, si on va dans le Custom Player State, on va pouvoir enlever ce GiveAbility puisqu'il est fait directement en C++. Ici, par exemple, on a rajouté GAjump sur l'Ability 1, donc la touche 1 de mon clavier. Et si je lance ce code, je vais pouvoir appeler la touche 1 sur le serveur. Et le client également. Donc on voit que tout fonctionne correctement. Il y a une petite erreur juste là, donc comme on peut le voir dans les logs. Ici, le GiveAbility a été call depuis le client et c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. En effet, ici, notre GiveAbility, qui est présent à ce niveau-là, n'a pas de vérification de si le code s'est lancé côté client ou côté serveur. Et vu qu'on sait pertinemment que notre code peut se lancer des deux côtés, on le voit ici du côté serveur et du côté client, on peut avoir un petit problème puisque le GiveAbility va essayer de se lancer côté client, quelque chose qu'on ne veut pas forcément. Ce code-là doit se lancer uniquement côté serveur. Donc pour ça, on va vérifier avant toute chose si l'owner est à l'autorité sur ce component. S'il ne l'a pas, il n'a rien à faire ici. On recompile. On clear les logs. Et si on relance, plus d'erreur côté client. Mes abilities se lancent bien.
et avec les deux touches. Un autre problème supplémentaire sur notre setup, c'est qu'ici on se retrouve avec du coup deux abilities GA Jump. En effet, vu que l'ajout se fait sur l'init ability actor info et qu'on sait que cette méthode s'appelle à plusieurs moments, donc à la fois sur le serveur et sur le client, donc même si je fais ce code-là, il se peut que le serveur appelle deux fois l'init ability actor info. Donc du coup, j'appelle deux fois le giveability ici. On va devoir créer un peu comme un do-want, du coup un booléen qui va nous permettre de dire si ce code s'est déjà exécuté ou pas. Donc pour ça, sur le custom ability component, on va rajouter un nouveau booléen qu'on va appeler b already binded, qui va être à false au départ. Donc ici notre booléen est à false. On va rajouter un test ici. Si je suis pas déjà bindé, dans ce cas-là, je dis que je passe au fait que je bind le tout, et du coup la deuxième fois que je passerai dedans, le already binding sera déjà à vrai, et ce code ne sera pas exécuté une deuxième fois. On compile le tout, et si on relance, je peux regarder au niveau de mes abilities rajoutées, j'en ai plus qu'une seule, celle que le serveur lui a donnée une seule fois. Côté client, même setup, j'ai qu'une seule ability, et je peux la lancer. Le serveur la reconnaît sans aucun problème. Si vous refaites ce setup pour votre projet personnel, faites quand même très attention à ne pas oublier déjà de bien mettre les bindings dans l'IMC default, sinon vous ne pouvez pas les binder à une touche spécifique, et du coup de bien renseigner votre bindings, ici la touche, du coup l'action, à effectuer pour telle ability. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le Gameplay Ability System d'Unreal. J'espère que vous avez trouvé ces premières informations utiles et que cela vous a permis de mieux comprendre les bases de ce système puissant. Si vous avez des questions ou des points que vous voudriez approfondir, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va pousser le système encore plus loin en abordant des concepts comme l'intégration des animations montage, des gameplay effects, l'implémentation des attributs et bien sûr la mise en place des gameplay queues. Alors rassurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Unreal.